Bonjour à tous, aujourd'hui dans MapIRL, on va parler de la Russie et de la communauté des États indépendants, l'entité supranationale dont fait partie la Russie et quelques anciens membres de l'URSS toujours alliés à la Russie. Elle est composée bien sûr de la Russie, mais aussi des pays d'Asie centrale que sont le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et le Turkménistan. Ce dernier n'est d'ailleurs que membre associé. Parmi les autres membres, on trouve les pays du Caucase avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, tandis que la Géorgie s'est retirée en 2009 à cause du conflit en Ossétie et en Abkhazie. Pour finir, on a les pays d'Europe de l'Est que sont la Moldavie, la Biélorussie et enfin l'Ukraine, qui s'est mis un peu en retrait lorsque la Russie a annexé la Crimée. On peut ajouter que la Mongolie a obtenu un statut de membre observateur. Pour la faire courte, la CEI ou CIS en anglais, c'est d'un côté une alliance militaire comme peut l'être l'OTAN, mais sert aussi à maintenir la paix entre les membres de la CEI, notamment en Asie centrale. La CEI a aussi une importance économique puisqu'elle tente de mettre en place un marché commun comme a pu le faire l'Union européenne. Avant de parler tout de suite de la structure urbaine des villes de la Russie et de la CEI, je pense qu'il faut parler du climat. C'est un sujet important quand on parle d'un pays, mais j'avoue que j'ai un peu oublié d'en parler dans mes dernières vidéos. Pour la Russie, on peut vraiment pas y couper. Il y a plusieurs climats en Russie, mais la plupart des habitants vivent dans un climat continental humide, comparable à celui de la région des Grands Lacs américains. L'hiver y est très froid et les étés un petit peu chauds. Sur plus de la moitié du territoire russe, vous avez un climat dit subarctique. Concrètement, avec des mois de janvier pouvant descendre à -40 et des mois de juillet à 25 degrés. Mais dans l'ensemble, 7 mois sur 12, vous serez en dessous de 0 degrés. Évidemment, ces zones-là sont très peu habitées et leur présence vont impacter la structure urbaine du pays. De manière plus marginale, on trouve au nord de la Russie un climat de toundra, et à l'inverse, sur la rive nord-ouest de la mer Caspienne et en Crimée, on a un climat dit semi-aride. Dans un enregistrement extrême, on a sur les contreforts du Caucase et sur la côte est de la mer Noire un climat subtropical, ce qui pourrait expliquer pourquoi la démographie du kraï de Krasnodar qui s'y trouve se porte aussi bien et pourquoi le gouvernement fédéral met en avant cette région avec par exemple les JO de Sochi. Pour le reste de la CEI, on a en Asie centrale, en Mongolie et en Azerbaïdjan un climat désertique ou semi-aride sur la majorité du territoire, tandis qu'en Arménie, en Géorgie et en Europe de l'Est, le climat est continental humide comme dans la majeure partie de la Russie habitée. Entrons maintenant dans le vif du sujet et entamons la description de la structure urbaine russe. La première chose qui m'a marqué quand j'ai placé toutes les villes de plus de 400 000 habitants sur une carte, c'est l'isolement de Saint-Pétersbourg qui, avec ses 6 millions d'habitants, aurait le potentiel pour faire graviter plusieurs grandes aires urbaines d'importance autour. L'isolement est probablement dû au fait que la ville ait été construite dans un coin très peu dense par le tsar Pierre le Grand. Toujours dans la catégorie aire urbaine isolée de l'ouest russe, on a Arkhangelsk qui a une ouverture sur l'Arctique, et Kaliningrad qui est totalement enclavé dans le reste de l'Union européenne et qui est à une centaine de kilomètres de la ville polonaise de Gdansk. Bon. Passons maintenant à Moscou, la capitale et la plus grande ville russe. Paradoxalement, elle ne semble pas être le centre du réseau urbain de la Russie de l'Ouest. En effet, hormis Saint-Pétersbourg très éloigné de Moscou, il n'existe aucune aire urbaine importante au nord ou à l'ouest de Moscou. En revanche, à l'est et au sud, on trouve tout un tas d'aires urbaines de plus d'1 million d'habitants, situées à moins de 5h30 de voiture les unes des autres. On pourrait diviser ce réseau en plusieurs parties. Tout d'abord, la partie autour de Moscou et les provinces autour de l'oblast de Moscou. Ensuite, la partie est qu'on pourrait appeler Volga-Oural, autour de Kazan, Samara et Yekaterinbourg. Cette dernière ville se trouve même au-delà de l'Oural. La dernière, le cœur, ce serait le Donbass, une région ukrainienne actuellement plus ou moins en guerre, et elle s'étendrait au sud-ouest de la Russie jusqu'au Caucase. Et là, du coup, je crois que c'est le moment de parler de la crise ukrainienne. Pour la faire courte, fin 2013, l'Ukraine était très divisée entre d'un côté le nord et le centre du pays qui étaient europhiles, et le sud et l'est pro-russe avec beaucoup de russophones, et comme vous avez pu le voir, une continuité du réseau urbain russe. Donc, en 2013, voyant que l'Ukraine manque de fonds pour payer le gaz, la Russie propose une aide financière, baisser le prix du gaz et lever les bannières douanières. Les europhiles ukrainiens manifestent place Maïdan, voyant cette proposition comme un rapprochement avec la Russie. Les manifestants de Maïdan regroupaient principalement l'extrême droite nationaliste, mais il y avait aussi des libéraux et des conservateurs.
Le gouvernement ukrainien alla voir si les Européens ne pouvaient pas leur donner une aide. Sauf que l'aide proposée par l'Europe n'était pas suffisante et le président ukrainien a accepté l'offre de Poutine. Le mouvement de Maïdan continue, la violence monte dans les deux camps et à cause de la pression, le président ukrainien fuit en Russie, ce qui lance des élections anticipées. Dans l'Est et le Sud pro-russe, on considère que le mouvement de Maïdan est fasciste, peut-être à raison vu les propos des dirigeants de partis nationalistes, et ces pro-russes voient très mal ce nouveau vote qu'ils jugent illégitime. Ils prennent le contrôle de deux provinces du Donbass, Louhansk et Donetsk, et ils organisent un référendum demandant l'autonomie de la région, et ce, 15 jours avant la nouvelle élection présidentielle. Le référendum n'est ni reconnu par l'Union Européenne, ni reconnu par la Russie, malgré le résultat de 90% de vote pour l'autonomie des deux provinces. Pendant ce temps-là, dans le reste de l'Ukraine, un europhile gagne l'élection présidentielle. Le temps passe et les rebelles réussissent à maintenir leur position. En juillet, un vol de la Malaysia Airlines est abattu par... Eh bien, les pro-russes et les pro-Europe s'accusent mutuellement d'avoir abattu l'avion. Du coup, on sait pas trop. Début 2015, les rebelles pro-russes avancent et tiendront leur position jusqu'à aujourd'hui où la zone est encore contrôlée par les rebelles. Pour la Crimée, c'est un peu différent. Déjà, les russophones sont 90% contre 6% d'Ukrainiens. La zone est donc totalement acquise à la Russie. De plus, il y a une base navale russe en Crimée. Revenons au début 2014 où, après le départ du président ukrainien, le Parlement retire aux Russes le statut de langue officielle en Crimée et dans les autres provinces où l'on trouve beaucoup de russophones. Des manifestations éclatent en Crimée et dans l'est du pays. Des hommes armés non identifiés auraient attaqué le ministère de l'Intérieur de la République autonome de Crimée et le premier ministre de Crimée appelle la Russie à la rescousse. Pendant ce temps-là, les soldats de Crimée ont soit déposé les armes, soit rejoint la Russie. La Russie prend donc rapidement le contrôle d'une région totalement acquise à sa cause et organise dans la foulée un référendum d'autodétermination demandant si la Crimée voulait rejoindre la Russie. Avec un taux de participation de 83% et un résultat de 97% pour, la Crimée rejoint la Russie, et ça, l'Ukraine n'y peut rien. Quand un territoire est contrôlé militairement par une puissance et que le peuple prête allégeance à cette puissance, c'est impossible de les faire revenir. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça que les puissances occidentales semblent avoir lâché l'affaire actuellement. Bref, revenons aux aires urbaines de la communauté des États indépendants, et avant de s'intéresser à la partie asiatique de la CEI, faisons un rapide point sur les aires urbaines restantes des trois pays de l'Europe de l'Est. Dans l'ouest de l'Ukraine, Kiev est un peu isolé, tandis qu'Odessa est à proximité de la capitale moldave. Au Bélarus, on a une grosse capitale bien dominante et 5 villes de province bien définies. Passons maintenant à la partie asiatique et franchissons les monts du Caucase où l'on trouve 3 petits pays qui ont chacun une grande ville qui polarise quasiment tout. En Asie centrale, on peut trouver un réseau de villes à cheval sur 4 pays, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Elle est centrée autour de la vallée du Fergana qui est l'endroit le plus dense de l'Asie centrale. Comme vous pouvez le voir sur cette carte du Fergana, les frontières de ces pays sont un peu bordéliques dans ce coin-là. Il est aussi intéressant de voir que les plus grandes villes de ces 4 pays se trouvent dans ce réseau, et c'est là qu'on voit l'isolement du Turkménistan, dont la plus grande ville est très éloignée de cette zone. Plus au nord-est, en Sibérie, on trouve un groupement de plusieurs villes russes proches les unes des autres, malgré qu'elles se trouvent dans une région très peu dense. Les 5 villes étant assez grandes, entre 500 000 et 2 millions d'habitants, et attractives, on pourrait imaginer que se crée une mégalopole sibérienne. De plus, toujours dans le même coin mais un peu plus à l'écart, on trouve plusieurs villes comme Krasnoyarsk ou Omsk, voire même le nord-est du Kazakhstan qui pourraient faire partie de cet ensemble de villes ou alors juste servir de zone de transition. Plus à l'est, les grandes et moyennes villes se font rares et des espaces beaucoup plus grands, donc c'est plus compliqué d'y voir un réseau de villes. En élargissant un peu la définition et en étant moins regardant sur les distances et les tailles de villes, on peut considérer le réseau du lac Baïkal, formé par Irkoutsk, Ulan-Ude, Chita et la capitale mongole Ulan-Bator. Les dernières grandes villes de l'Est sont Yakoutsk, une grande ville dans le froid et très difficile d'accès, Khabarovsk, une ville située à l'embranchement du fleuve Amour, et Vladivostok, mythique ville de l'extrême sud-est de la Russie. Alors, comment les Russes ont en partie réussi à désenclaver ces villes, pourtant très éloignées du centre?
Eh bien, il faut parler du Transsibérien, une voie de chemin de fer de 9000 km qui relie Moscou à Vladivostok. Bon, 10 000 km si on compte la prolongation jusqu'en Corée du Nord, mais enfin, pas sûr que ce soit dans les dépliants touristiques. Bref, le Transsibérien a été construit entre 1891 et 1916 par le tsar Alexandre III puis Nicolas II. Ce chantier titanesque a employé 62 000 hommes. Il est intéressant de voir que la quasi-totalité des villes moyennes de Sibérie se trouve sur la ligne, ce qui est assez logique puisqu'on a tout intérêt à faire passer la ligne proche des grandes villes, mais aussi que les villes ont tendance à se développer plus vite si elles sont proches d'une voie de communication importante. Un bon exemple de ce phénomène est la ville de Novosibirsk, actuellement 6e aire urbaine, 3e commune du pays, et la plus grande ville de Sibérie. L'histoire de cette ville commence tout juste avec la création de la gare du Transsibérien, et la voici qu'en un siècle, elle a rattrapé son retard de population sur une ville comme Lyon, et qu'elle a dépassé toutes les villes de Sibérie. Une seconde ligne en Sibérie fut planifiée sous le communisme. C'est la magistrale Baïkal-Amour. L'idée était de construire une autre voie vers l'est de la Russie à partir de la ville de Taïchet, qui éviterait de passer trop près de la frontière chinoise. Elle fut commencée en 1974 et terminée en 1991 et fut un véritable gouffre financier. Le pire, c'est qu'avec la chute du communisme, tous les projets industriels dans la région dans laquelle devait passer la ligne furent abandonnés. Résultat, quand on regarde la liste des villes traversées, c'est terrible. La totalité des villes perdent des habitants et seules 2 villes sont comprises entre 200 et 250 000 habitants. C'est donc un échec. Surtout quand on compare aux 5 grandes villes traversées par le Transsibérien après Taïchet et leur aire urbaine comprise entre 350 et 800 000 habitants et qui gagnent toutes des habitants. Alors il y a quand même peut-être un peu d'espoir d'en faire quelque chose de cette ligne. Déjà, elle peut être une alternative au transport par container entre le Pacifique et l'Europe et permettre d'éviter d'utiliser des bateaux très polluants. De plus, 2 projets de construction de ponts circulent. Le premier, c'est entre la Russie continentale et l'île de Sakhaline. Et le second projet, c'est entre l'île d'Hokkaido et l'île de Sakhaline. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que si jamais ces 2 projets vont à leur terme, vous pourrez aller de Paris à Tokyo en train. Bon, concrètement ce sera 2 semaines de train, mais au moins ce sera écologique. Bref, pour en revenir à notre train en Sibérie, il y a également une 3e ligne qui a été construite. C'est la magistrale Amour-Yakoutie. En 1972 est annoncé le projet de construire une ligne qui relie le Transsibérien à la ville de Yakoutsk qui compte actuellement 300 millions d'habitants. Par à-coup, le projet a avancé doucement et atteint son but en 2010 et est ouvert au public en 2019. Pour la suite, le gouvernement prévoit une extension de la ligne vers l'est et les montagnes de Moma, ainsi que vers la ville de Magadan. Mais ça pourrait même aller plus loin. En effet, toujours dans la rubrique projet tentaculaire du style pont Japon-Russie, il y a sur la table le projet de construire un tunnel sous le détroit de Bering reliant la Russie aux Amériques. Ça paraît complètement irréaliste, mais en fait c'est le chemin le plus court entre les USA et la Chine. Si on veut faire de l'écologie à l'échelle mondiale, ce serait un investissement très coûteux, mais pertinent puisque les rails remplaceraient les cargos. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous trépignez d'impatience de vous farcir un voyage en train de 1 mois entre Paris et Rio de Janeiro, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires.